et... Ah, on est enregistré. Très bien, parfait. Et du coup, tout ce qui va être dit, c'est vraiment que notre point de vue. Vous pouvez aussi le contredire si vous avez eu des expériences différentes ou nous poser d'autres questions. On a la chance d'avoir Kevin avec nous, qui a été notre guide, notre sauveur à des moments, notre mari, enfin tout ça. Parce qu'en fait, il nous a permis de découvrir aussi Dakar et sa culture tous les week-ends. Voilà, donc c'est devenu notre ami et c'est pour ça qu'il a fait la majorité des visios et on en remercie. Donc voilà, si vous avez des questions particulières, des fois on fera intervenir Kevin parce que nous on n'a pas toutes les réponses. Donc voilà. Du coup, pour commencer, on vous a fait une petite diapo pour vous expliquer la différence entre un projet humanitaire et de solidarité. Les projets humanitaires, ça va vraiment être dans un contexte de catastrophe qui est défini par le temps de la crise, alors que les projets de solidarité, ça va permettre d'aider au développement et du coup, il n'y a pas de contexte d'urgence. C'est sur le long terme et c'est une aide qu'on essaye de pérenniser la plupart du temps. Et nous, par exemple, on était un projet de solidarité et pas humanitaire parce que c'est compliqué de faire l'ergothérapie en humanitaire dans un contexte d'urgence. Et du coup, le projet de solidarité, c'est vraiment le but, c'est de le monter de A à Z. Change pas tout de suite, Lulu. C'est vraiment de le monter de A à Z, c'est-à-dire aller chercher et former la formation, enfin, former l'équipe, rechercher des financements, des partenaires, regarder tout ce qui est au niveau organisation du séjour sur place, comment y aller. Enfin, ça, c'est toute la logistique, avec aussi comment on va intervenir sur place. Et les projets de solidarité aussi, il y a une grande partie de transmission d'informations. Donc, c'est ce qu'on vous fait là, on vous fait une sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs vidéos, c'est pour sensibiliser à ce qu'on a vu et qu'on a pu vivre là-bas. Est-ce que vous avez des questions, tout compris, tout ça ou pas? Oui, n'hésitez pas à nous intervenir, il n'y a pas de souci. Enfin, à nous intervenir, pardon, Non, c'est à bon. nous couper. Ouais. Bah, du coup, pour résumer un peu notre séjour, enfin, nous, on est partis, du coup, pour rappeler le contexte de la mission, on était 5 étudiantes de toute la France. On est intervenu un mois à Dakar, au Sénégal. Là, on peut le voir un peu sur la carte, c'est du côté ouest. On a intervenu principalement, du coup, au CHU de Fannes, c'était la rééducation neurologique. On travaillait avec 5 kinés, il y avait une équipe de 5 kinés là-bas, et dont une qui avait aussi une formation d'orthophonie. Les pathologies qu'on a retrouvées un petit peu là-bas, où on a pu voir des patients qui avaient du coup des AVC, des IMC, des lombalgies, et aussi il y avait pas mal de plexus brachial. À l'inverse, du coup, on a intervenu aussi à l'association Waranka. On se répartissait à chaque fois en fait en 2 groupes. Et à l'association Waranka, là, on a fait plutôt des visites à domicile. Et c'était notamment les mardis avec l'infirmière référente. Et en fait, on faisait plus de la prévention publique et de la sensibilisation sur le handicap. Et on est aussi intervenu au niveau de l'association des handicapés. Et là, on a fait aussi des VAD, c'était les mercredis. Et là, en fait, on a intervenu avec le coach sportif de l'association. Et voilà, lui avait l'habitude de faire plus du fitness, du massage, mais nous, on est venu mettre aussi un regard un petit peu ergo dans ces prises en charge. Est-ce que vous avez été avec des enfants ou pas? Oui, bah, du coup, en fait, au niveau de l'hôpital et au niveau de l'association, on a vu des publics très différents, du coup, enfants comme adultes ou personnes âgées. On a vu vraiment de tout. Et du coup, Kevin, tu travaillais au centre de rééducation ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, juste le week-end. Non, Kevin, il travaillait pas à l'association ni au CHU de Fannes. On l'a rencontré dans un contexte autre. Ah oui, ok. Voilà. Mais du coup, c'était lui qui nous a aidés en fait pour plus des conseils pratiques, comment se déplacer dans Dakar. Ouais, Il ok. pourra expliquer un petit peu un peu les demandes qu'on a eues. Voilà.
Donc, ça, c'est une petite diapo pour vous montrer un petit peu le nombre de personnes qu'on a touchées parce qu'on a pu, on a pu montrer et sensibiliser beaucoup de personnes. Donc, on était vraiment très contents parce qu'on ne s'attendait pas à un aussi grand chiffre. Donc, on a pu toucher 160 personnes. Au total, on a pu faire 52 déplacements, donc 52 séances à domicile et c'est énorme. Au niveau de l'association des handicapés, on a pu voir 30 personnes, dont 11 qui vont continuer à être suivies du coup, par le coach sportif de l'association et 22 pour l'association Waranka avec 6 personnes qui vont être suivies par l'infirmière du coup de l'association. On parle là ici d'approche ergothérapique parce qu'en fait, il n'y a pas la formation d'ergo là-bas et c'est pas parce que nous, on est venus pour donner des conseils qu'ils sont ergothérapeutes. Donc, on ne peut pas dire ils seront suivis en ergothérapie parce qu'il n'y a aucune prescription, il n'y a rien du tout. Mais c'est des personnes qui ont vraiment un besoin. Et en fait, dans tous les déplacements qu'on a fait, Habib était vraiment très motivé à, à aller voir plein de gens et tout le monde, et à suivre tout le monde. Et nous, on lui a vraiment dit qu'il fallait qu'il voit un réel besoin pour les accompagner. Et c'est pour ça qu'on a fait des fiches de suivi, surtout pour lui montrer, bah là, non, tu n'en as que 11 qui nécessitent vraiment des massages, des suivis, des choses comme ça. Du coup, là, on vous propose des différents thèmes. Enfin, en fait, on va parler de tous ces thèmes-là, ces 5 thèmes que vous avez dû voir sur Instagram. Et en fait, à chaque fois, on va vous présenter les généralités de ce qu'on veut vous transmettre, ce qu'on trouvait quand même assez important à savoir. Et après, pour que ce soit plus interactif et que ceux qui sont peut-être déjà venus dans les autres visios et pas forcément tout le temps le même retour d'expérience, il y a 2 sous-thèmes que vous devrez choisir. Et comme ça, on l'abordera un peu plus en détail. Du coup, on commence avec culture sénégalaise. Du coup, je vais commencer par vous parler un peu de comment la religion, elle rythme les journées, parce que c'est vraiment quelque chose de central là-bas, parce que on n'a vu aucun athée en fait. Là-bas, tout le monde est croyant, ou au moins nous, on n'en a pas vu. 95% des personnes sont de confession musulmane, et en fait, c'est un grand impact culturel, ne serait-ce que pour les activités de vie quotidienne, parce que vu que eux sont extrêmement croyants, ben forcément, la religion entre dans leurs activités de vie quotidienne. Donc, comme je l'ai dit, 95% de musulmans, il y a à peu près 3% de chrétiens et 1% d'autres religions qui parfois sont un peu plus traditionnelles. Euh, Là-bas, il y a du coup les prières musulmanes, donc il y en a 5 par jour et ça rythme vraiment les journées. Il n'y a pas d'heure précise, c'est en fonction de la journée. Par exemple, il y en a une à l'aube, donc vers 6 heures du matin, on va dire, vers le lever du soleil, à la mi-journée, l'après-midi, au coucher du soleil et à la tombée de la nuit. Et du coup, bah, nous, on l'entendait un peu pendant qu'on mangeait. Et il répète la même chose, en fait, en boucle pendant un bon quart d'heure, je pense. Et du coup, ouais, ça nous rythmait nos journées. Euh, et donc, en fait, c'est un muezzin qui fait l'appel à la prière. C'est pas vraiment un chant, il parle un peu sur un rythme, on va dire, et il fait l'appel à la prière dans les minarets. Et en fait, les minarets, ils ont des grosses enceintes et on l'entendait de très loin. Donc, ça rythmait aussi la vie parce que c'était partout, on était obligé de l'entendre. Et, euh, et quand je dis que la religion, elle rythme aussi la vie, bah, par exemple, il y a la polygamie là-bas. Les hommes musulmans peuvent avoir jusqu'à 4 femmes. Donc, pareil, là-bas, bah, ça change les activités de vie quotidienne quand on a 4 femmes par rapport en France où il n'y en a qu'une. Il y a aussi d'autres choses comme l'homosexualité qui là-bas est inconcevable. Donc, pour nous, ça changeait, ça changeait par rapport à nous, notre vision. Euh, Aussi, les vendredis après-midi, là-bas, il y a quasiment personne qui travaille parce que c'est leur jour saint à eux. C'est le jour de la prière. Donc, les hommes sont souvent en tenue traditionnelle. Les femmes, il y en a qui sont voilées, d'autres non. Et le voile est différent de celui qu'on peut connaître en France.
Après, quelque chose qui nous a un peu étonnés au début, ils mettent des photos de leurs chefs religieux en fait partout. On le voit sur les taxis, sur les bus. Enfin vraiment, il y en a partout. Ils sont en photo partout. Et en fait, au début, on comprenait pas trop ce que c'était, mais on nous a expliqué. Et pour finir, bah, dans les maisons, au niveau de la culture, ben, comme il y a 4 femmes qui souvent se marient jeunes et ont des enfants assez jeunes, vers 18-20 ans, bah, du coup, il y a des enfants et il y a beaucoup d'enfants. Et elles vivent enfin, régulièrement dans la même maison. Donc, on peut se retrouver dans une maison avec les grands-parents, parce que les grands-parents vivent aussi sous le même toit. Donc, on a les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Et donc, on se retrouve rapidement avec énormément de monde sous le même toit. Après, au niveau du coup des traditions, on a fait une petite diapo pour vous montrer qu'il y avait des traditions complètement différentes de celles de la France. Pour commencer, les tenues, c'est des tenues traditionnelles sénégalaises. La plupart des tenues, c'est avec du wax, donc c'est un tissu africain. Et pour vous donner un peu des exemples, les femmes sont couvertes, elles montrent pratiquement jamais leurs jambes. Et elles portent des tailles basses. Les tailles basses, c'est un peu des bas de sirène. Pour un peu vous représenter, ça sert vraiment au niveau des hanches. Et du coup, ça limite vachement dans les activités. Et donc, notre prise en charge, elle est impactée au niveau de ça. Et c'est difficile à mettre seul. Après, tout le monde porte des claquettes. Vous verrez personne en basket. C'est hallucinant. Dans la rue, au début, on était un petit peu, pas choqués de voir ça, mais pas habitués. La plupart des femmes aussi, elles portent des bébés sur leur dos et aucune femme ne porte de soutien-gorge. Donc au niveau des tenues, c'est vraiment différent de la France. Après, au niveau des repas, ils sont seulement mangés avec la main droite parce que la main gauche sert à s'essuyer après être allé aux toilettes. Les repas, ils se font au sol sur une natte avec une cuillère à soupe. Chez certaines personnes, il y a des petits bancs au sol, mais nous, il me semble qu'on a toujours mangé par terre. Et les repas, ils sont pris dans la cour commune. En fait, dans les maisons, vous avez un petit carré, on va dire, où il n'y a rien au milieu de la maison. Et c'est là où on mange. Les repas, ils sont préparés que par les femmes. On mange rarement en plus avec les personnes qui font les repas. Généralement, elles nous l'apportent et après, elles vont, je ne sais même pas ce qu'elles vont faire, mais elles ne mangent pas avec nous en tout cas. Et c'est les femmes qui débarrassent et qui apportent le thé ou le café aux hommes. C'est jamais l'inverse. Vous verrez jamais un homme débarrassé. Enfin, c'est vraiment particulier, on va dire. Après, au niveau des transports, les principaux, c'est vraiment les bus et les taxis qui sont les plus utilisés. Concernant les bus, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de plan du réseau. C'est un peu aléatoire, enfin, c'est un petit peu le petit bonheur, la chance. On arrive sur le trottoir et ben, on attend que le bus arrive parce qu'on ne peut pas prévoir, on va dire, les trajets en avance. Et surtout, les trajets, ils changent en fonction de la météo, c'est-à-dire que quand il pleuvait beaucoup, des fois, il y avait des routes qui étaient bouchées. Du coup, bah, on avait des détours de 1 heure, donc c'était plutôt sympathique. Et après, c'est un peu difficile de monter dans les bus parce qu'il y a 3 grandes marches. Du coup, des personnes qui sont en situation de handicap, clairement, ils peuvent pas du tout monter. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Et dans les bus, en fait, il y a une petite cage au milieu du bus où il y a une personne qui s'appelle le receveur qui est dedans. Et en fait, c'est lui à qui on va acheter le ticket. Vu qu'il y a beaucoup de personnes dans les bus, on n'arrive généralement pas à l'atteindre. Et en fait, on passe notre argent de personne en personne. Et lui, après, il passe le ticket et la monnaie aux personnes pour qu'ils nous la rendent. Et du coup, c'est hyper bizarre parce qu'en France, déjà, on voit pas ça parce que tout le monde frauderait et tout le monde volerait l'argent, alors que là-bas, personne fraude, tout le monde paye. Enfin, voilà, il peut vous donner aussi des conseils et voilà. Et dans les bus, il n'y a pas forcément de fenêtres. Donc, vu qu'on est énormément dans les bus, il n'y a pas de fenêtres, des fois, il faisait un peu chaud, c'était un peu compliqué. Après, au niveau des taxis, il y a énormément de taxis, on a à peu près tous les 6 mètres. Et les taxis, en fait, ils klaxonnent pour prévenir qu'il y a qui sont là et qui peuvent prendre des clients. Du coup, ça fait énormément de bruit dans les rues. Et après, le prix, il n'est pas fixe. Enfin, c'est vraiment à nous de négocier combien on veut que la course, si on a envie que la course, elle coûte tant, et ben, on essaye de négocier avec lui. Et généralement, les négociations, c'est un peu compliqué, bah, surtout pour des Françaises blanches. Donc voilà. Et après, au niveau aussi des autres transports, il y avait beaucoup de motos, mais ils ne portaient pas de protection, il n'y avait pas de casque, ils étaient en short et en claquettes, donc c'était étrange à voir.
Et du coup, après, dans les rues, c'est vraiment très bruyant, avec les taxis qui klaxonnent, avec les bus qui nous appellent aussi pour dire qu'ils vont à tel endroit. Il y a beaucoup de pollution et les véhicules, ils sont pas forcément dans de super états. Et les transports, du coup, les négociations, vous avez réussi à bien négocier ou pas? Enfin, comment vous avez fait? Alors, ouais. Dans les bus, on négocie pas, c'est tel prix. Mais après, les Ah ouais, taxis, ouais, les taxis, on a pris juste une fois le taxi parce qu'il n'y avait plus de bus. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord demandé à un policier combien la course elle coûterait pour pas que nous, on se fasse arnaquer. Et après, on a dû faire passer, je sais pas, 20 taxis devant nous parce qu'ils étaient trop chers et que c'était compliqué, quoi. Et donc, au final, c'est le policier qui a négocié pour nous le taxi. Parce que nous, on se fait arnaquer comme pas possible. Donc, les négociations sont vraiment difficiles. Et c'était combien, du coup, à peu près? Les taxis, c'était, nous, on l'avait payé 6 000 francs CFA. Il faut convertir, mais ça devait être 5 euros à peu près. Moins. Non, ça fait un peu plus parce que... Non, attends, C'est 10 euros. c'est ça, ça fait 10 euros. Et 1 c'était un euro trajet de combien de temps? 55. Ah, ok. Mais C'était en un fait, trajet d'une heure. Ok. ouais, et en fait, ça dépend pas du trajet, en fait, comme en France. Enfin, ça dépend de la longueur du trajet, mais ça dépend aussi du quartier. Ça va dépendre. Là, en fait, elles Trafic. ont dû le prendre parce qu'il pleuvait et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de bus, en fait. Donc, Ah ouais. bien sûr, ils montaient leur prix parce qu'il y avait un risque qu'ils s'embourbent dans un truc inondé, qu'ils soient bloqués avec les embouteillages, etc. À savoir que tout le monde nous avait dit prenez jamais le bus, prenez jamais le Et bus. par exemple, là, Je pense que je bug un peu, non? Parce que j'entends Non, pas. non. Non, c'est bon. Non, je pense que c'est Fanny qui bug un petit peu. Ah, ok. Du coup, je continue mon truc, elle va peut-être parler, mais Attends, Lucie, j'avais juste une question oui. par rapport par rapport au repas. Vous, enfin, vous étiez souvent invité à manger chez les gens ou vous devez cuisiner là où vous dormiez? Alors, du coup, je finis juste pour les taxis et je reviens sur le repas. Ah, pardon, je croyais que tu avais Les fini. taxis, t'inquiète. Les taxis, tout le monde nous avait dit vous êtes blanche, vous avez de l'argent, prenez les taxis. Sauf qu'au niveau de l'argent, du coup, 1 euro, c'est 655 francs CFA. Pour vous dire, pour 2 personnes, on avait globalement pour aller à l'association, on dépensait 500 francs. Donc même pas 1 euro. C'est-à-dire qu'on avait genre 2 euros de trajet pour un binôme. Si on avait pris le taxi, on paye pour le même prix que ce soit 1, 2, 3 ou 4 personnes, mais ils nous demandent au moins minimum 3 000 à 4 000 francs. Donc c'est beaucoup plus cher. Et du coup, nous, on ne pouvait pas forcément se le permettre parce que c'était pas là-dedans qu'on voulait que les fonds aillent, en fait, tout simplement. Et qu'en plus, on se sentait beaucoup plus sécurisé. Kevin nous avait aidé pendant le séjour d'acclimatation à y aller. Donc, c'était beaucoup plus sécurisé à arriver à un point A avec le bus et après, on savait où fallait aller pour l'association. Donc voilà. Et pour les et repas, attends, moi aussi, vas-y. j'aimerais rajouter un truc sur les taxis. Par rapport à l'histoire où on a dû prendre le taxi parce qu'il n'y avait plus de bus, où il pleuvait, ça nous a coûté 10 euros, mais en fait, c'est pas si cher que ça parce que personne voulait nous amener parce qu'en fait, c'était à 1 heure de route. Et au final, on a pris 3 heures parce qu'on est resté 2 heures dans les bouchons. Donc voilà, c'était vraiment une grosse journée, mais c'était pour dire qu'en fait, là-bas, c'est pas cher du tout. Mm. Et pour les repas, du coup, alors, c'est bien d'être invité, mais nous, on n'a pas tellement été invités parce qu'en fait, on était très fatigués. Donc, il y a eu pas mal de fêtes. Je crois qu'on vous en parle dans les cohabitations des religions. Mais il y a eu pas mal de fêtes où des gens nous disaient ah, bah, si vous habitiez un peu plus près de chez moi, je vous aurais invité, tout ça. Mais c'est pas comme dans les petits villages où tout le monde va toquer chez tout le monde pour manger. Non, nous, on était chez nous, enfin chez nous, à la maison des accompagnants. Et on a partagé nos repas français avec les gérants, mais on n'a pas tellement été invités. Quand on était invités, c'était à l'association, ils nous faisaient à manger. Et en fait, après, ils nous proposaient des boissons qui étaient congelées. Et je pense que c'est à cause de ça que deux d'entre nous, on a été malades. Donc au final, c'est peut-être tout aussi bien qu'on ne soit pas fait inviter tout le temps chez les personnes. Après, on a pu goûter les plats traditionnels et typiques, etc., que eux nous ont fait.
Voilà, Et puis, c'est pas plus mal non plus parce que c'était tellement épicé que nous, on ne pouvait pas et que du coup, c'est pas plus mal qu'on n'était pas invité tous les jours. Là, ça aurait été une catastrophe. Oui, ouais, je pense que ça a joué aussi le fait qu'on soit à l'hôpital, qu'on ne soit pas invité régulièrement voilà, chez des personnes parce qu'on n'était pas dans un quartier en particulier. Mais c'est vrai qu'après, on est quand même allé manger plusieurs fois à l'hôpital de Fan parce qu'ils avaient aussi un restaurant. Et du coup, on a goûté aussi des plats sénégalais via ce restaurant. Et c'était très, 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 très épicé. Encore plus qu'à l'association qui faisait attention parce que voilà, ils savaient que nous, on n'était pas habitués. Mais là, on a vraiment goûté des plats très épicés. C'était particulier, mais une bonne expérience. Est-ce que ça répond à ta Ok, question, d'accord. Héloïse? Non, c'est bon. Enfin, oui, ça répond. Pardon. Du coup, on vous propose 2 thèmes, soit la place de la femme, on va parler de la polygamie, tout ça et tout, soit la cohabitation des religions. Et du coup, vous pouvez soit le dire à voix haute, soit l'écrire dans le truc de discussion, quel thème vous voulez. Perso, j'aime bien la place de la femme, mais je sais pas s'il y avait d'autres gens qui Ouais. étaient là. Donc, Moi, j'aurais dit pareil, moi. Moi, je suis d'accord. Et je pense que c'est le sujet qui a été le plus pris pendant nos L'autre visios. n'a jamais été pris. Voilà. Jamais si il a vous été voulez, pris. pour changer, vous j'allais pouvez dire. prendre l'autre. Hein. Il a été pris, mais quand t'étais pas à la famille. Il a été pris une fois. Ouais. Moi, j'aime bien faire la place de la femme. Hein. Allez-y, faites comme vous voulez. Vous voulez quoi du coup? Bah, c'était la place de la femme, je crois. Ouais. C'est parti. C'est à toi, Eva, si tu veux, mais je peux faire comme tu veux. Non, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Du coup, par rapport à la place de la femme, ce qu'on a pu remarquer, c'est que en général, il y avait quand même plus d'hommes que de femmes qui travaillaient. Nous, à l'hôpital, il y avait quand même quelques femmes qui travaillaient aussi. On a pu voir des femmes qui travaillaient. Mais en général, c'est vrai que, par exemple, à Guyana-Orail, un quartier un peu plus défavorisé, on a pu remarquer que souvent les jeunes femmes restaient à la maison et c'est elles qui ont le rôle de s'occuper aussi des personnes âgées et qui s'occupent de la maison, des nourrissons et aussi des personnes handicapées. Au-delà de ça, on a pu aussi remarquer qu'il y avait pas mal de femmes qui tenaient des petites étals. En fait, partout dans Dakar, il y a des petits commerces qui sont dans les rues et en fait, elles vendent des cacahuètes, des berlingots d'eau, du tissu, des légumes. Et ça, c'était quelque chose qu'on a vu souvent et c'était toujours des femmes qui étaient des vendeuses à ce niveau-là. Par rapport plutôt, si on regarde plutôt par rapport aux études, les femmes, je pense, ont moins accès aux études par rapport aux hommes. Et en général, en fait, les écoles, notamment dans les quartiers aussi défavorisés, ils ont moins d'accès, ils ont l'accès aussi restreint. Par exemple, en fait, l'association Waranka, elle avait créé aussi une école dans le quartier parce qu'il y avait en fait tout simplement pas d'école publique dans le quartier et ça a été créé par cette association. Mais en fait, le Sénégal reste quand même assez réputé au niveau des universités et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent aussi étudier. D'ailleurs, Kevin vient du Bénin et il est venu étudier au Sénégal. Mais voilà, ça reste les études supérieures. Tout le monde ne fait pas d'études supérieures au Sénégal, ça c'est sûr. On vous a aussi parlé un petit peu de la polygamie. C'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui est différent au niveau du Sénégal par rapport à la France. Mathilde vous l'a dit, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Voilà, il peut être marié jusqu'à 4 femmes. Et c'est très bien vu en fait là-bas parce que souvent, en fait, au moment du premier mariage, l'homme va signer s'il est polygame ou monogame. Et souvent, en fait, tout le monde signe qu'il est polygame. Comme ça, il n'y a pas de... c'est pas mal vu. Et comme ça, en fait, il pourra prendre plus de femmes si c'est son désir. Et au final, s'il n'en prend qu'une, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et en fait, il faut savoir aussi que la première femme dans un mariage, elle a un rôle assez particulier aussi parce que c'est elle qui va s'occuper en fait de son mari lorsqu'il est malade. Et du coup, en fait, chaque femme a un peu des rôles particuliers comme ça. Du coup, on pourrait aussi se demander, du coup, que fait l'homme? Souvent, les hommes travaillent aussi. C'est eux qui ramènent aussi de l'argent pour entretenir le foyer.
souvent, il y a beaucoup d'enfants, comme l'a dit Mathilde aussi avant. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, un homme, quand il a plusieurs femmes, il doit, c'est son devoir de pouvoir donner à chaque femme de manière équitable. C'est-à-dire que s'il achète une maison à une femme, il va devoir aussi acheter 3 autres maisons à ses 4 femmes, ces 3 autres femmes. Et du coup, en fait, en tout cas au Sénégal, ceci a un signe en fait un peu de prospérité quand on a plusieurs femmes, parce que ça montre aussi qu'on peut gérer plusieurs femmes et qu'on est stable financièrement. Et du coup, tout le monde s'entend bien. Enfin, c'est vraiment, même avec les enfants et tout, enfin, laisser les enfants de toutes les femmes. Ouais. Mais en fait, faut savoir, c'est que du coup, c'est un peu différent. Il y a différentes manières de vivre la polygamie. C'est-à-dire que nous, on a rencontré des personnes qui, par exemple, c'était l'homme qui chaque jour va, par exemple, lundi, il va aller chez Fatma, le mardi, il va aller chez tel autre. Et en fait, c'est lui qui va se déplacer chez ces femmes, en fait, qui elles-mêmes sont restées dans leur maison familiale. Oui, ok. Ou alors, en fait, s'il a assez les moyens, il a carrément sa maison et en fait, chaque étage va être dédié, par exemple, à une femme. Ou alors, en fait, il a carrément 4 maisons. En fait, c'est très différent en fonction des moyens de chacun. Mais après, voilà, je pense que nous, on n'a pas pu vraiment vivre au sein d'une famille polygame. Du coup, on n'a pas appréhendé ça au plus proche. Plus des échos et lors des VAD, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes au sein d'une maison, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pu échanger sur ce thème-là. Je ne sais pas si vous avez rajouté les filles. Ben, elles s'entendent relativement bien parce que en fait, juste elles sont élevées comme ça. En fait, elles oui. savent que enfin, il y a la polygamie et donc en fait, c'est pas comme nous. On se dit, ouais, j'ai un homme, enfin, il va pas voir quelqu'un d'autre. Tu vois, là-bas, c'est normal. Il y a plusieurs femmes, Ouais. c'est ok. Après, je pense pas qu'elles soient non plus hyper aimées les unes avec les autres parce que la deuxième femme, elle est plus connue pour être la plus aimée. Et c'est un peu bizarre, en fait, ils nous ont expliqué que quand tu es la deuxième femme, et bah, tu sais que vu qu'il y a déjà une première femme, et bah, tu auras plus d'amour ou quoi que ce soit. En fait, ils nous ont expliqué ça et c'est étrange. Et En fait, vas-y. oui, vas-y. On a parlé avec Kevin dans une autre visio où quelqu'un nous a demandé, et du coup, les enfants, les frères et sœurs, etc. En fait, c'est pour ça qu'ils se disent tous un peu frères, cousins et tout. En fait, les enfants d'une femme, avec les enfants de la femme 1 et les enfants de la femme 2, et ben, en fait, ils vont se dire frères et sœurs. Même s'ils n'ont pas la même mère, ils savent que sur l'arbre généalogique, ils ont telle mère et telle mère, mais après, c'est la même famille. Et du coup, c'est pour ça que ça fait des grosses familles et que dans les quartiers, ils sont tous cousins, cousines, et voilà. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi moi, je sais que je me souviens d'une patiente qui me disait que quand elle était petite, elle s'était fait un peu martyriser par sa belle-mère, enfin, pas sa vraie mère, parce que je pense aussi qu'il doit y avoir aussi des soucis comme ça, en mode, forcément, si c'est pas ta maman, c'est pas forcément, elle a pas le même, le même amour envers toi que si c'est, enfin, je pense qu'il y a aussi des histoires comme ça où des enfants sont peut-être moins bien aimés par d'autres. Mais ça, on n'a pas pu voir et entendre. On peut pas dire plus que ça, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais parlé avec une amie qui fréquentait une personne de Côte d'Ivoire et qui me disait que disons que si c'était la femme numéro 2 qui cuisinait ce soir, l'homme, il allait chez la femme numéro 2. Si demain, c'était la femme numéro 3 qui cuisinait, en gros, qu'il allait chez la femme qui cuisinait, enfin, voir la femme qui cuisinait. Est-ce que ça, c'est vrai ou genre, Il nous l'a pas décrit comme ça, il nous l'a plus décrit dans le sens où c'était lui qui décidait d'aller chez telle et telle femme. Mais après, voilà, on en a surtout parlé qu'avec une personne parce que nous, on se sentait un peu gênés quand même d'en parler aux patients autres. Donc après, il nous a pas parlé de ça particulièrement. Ça marche. Et il y a jamais de repas tous ensemble, par exemple, dans une seule maison, enfin dans la maison
Kevin, Joker. Je sais pas si Kevin. Kevin? Après, ce qui est, c'est que Voilà. pour. Poser une question. Vas-y. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je me demandais si, des fois, il y avait des repas, par exemple, avec toutes les femmes d'un homme, enfin du mari, dans une maison ou avec tout le monde, où ça se faisait pas trop. Un peu comme bon là ça bug un peu, je sais pas plus qui. Mais bon, c'est un peu comme Lucie a dit, déjà chaque femme. En fait, il fait tout, genre même façon pour chacune d'elles. En fait, il a passé autant de temps qu'il passe avec X, avec la première femme, qu'avec la deuxième, qu'avec la troisième, ainsi de suite. Et c'est vrai ce que je sais plus qui a dit concernant son ami de Côte d'Ivoire. Il y a aussi des jours, par exemple, c'est elle qui prépare aujourd'hui, c'est chez elle qu'il doit manger et tout. Et ça veut dire en même temps que c'est chez elle qui passera la nuit et tout ça. Et ensuite, peut-être 2 jours plus tard, ben, c'est chez une autre qui va manger, c'est chez une autre qui va passer la nuit. Donc, chacune a son tour de rôle. Ok. Ouais. Bah, Très bon exemple, Julie. te répondre, Julie, je pense que ce qui est sûr, c'est que au Sénégal, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est les femmes qui cuisinent et c'est pas les hommes. Je pense, Kevin, tu es d'accord dans tous les cas, je pense que c'est pas le mari qui va venir cuisiner pour sa femme. Même exceptionnel quand t'as un garçon qui dit ouais, je sais préparer et tout. Ah ouais, tu sais préparer et tout. Pour eux, c'est voilà, c'est la femme, c'est elle la seule qui doit préparer, c'est elle qui sait préparer et tout. Les garçons, non, c'est autre chose. C'est pour faire d'autres tâches. Comment ça se passe si un homme veut se séparer de l'une de ses femmes? Le divorce, c'est comme en France? Sur les papiers, oui. Sur la religion, il a répudie 3 fois, si je me trompe pas. Ah d'accord, ok, ça marche. Nous, ce qu'on nous a dit, parce qu'on leur a posé cette question, et ce qu'ils nous avaient dit, c'était que, par exemple, c'est la première femme avec qui il divorce, et que, du coup, elle part des nombres de femmes, donc la deuxième devient la première. Et si jamais il se remet avec elle, elle revient, mais la quatrième. Donc, en fait, elle perd tous les avantages de la première femme, mais en même temps, elle n'a plus à s'occuper de lui s'il a des soucis de santé, et elle redevient la quatrième femme. Ok, ça marche. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, alors juste aussi pour faire changer et aussi parce que c'est enregistré, attention à votre son s'il est très fort. Je vais vous faire écouter, on est allé au temple le dernier dimanche et du coup vu qu'on n'a jamais parlé de ce sujet-là, je vais quand même vous faire écouter ce qu'on a pu partager avec eux. On n'entend pas. Moi aussi, je n'entends pas, Lulu. Ouais, non, il n'y a pas le partage de son. J'ai pas entendu. On n'entend pas. Oh non, je suis triste. C'était trop bien. On vous mettra la vidéo au pire. J'essaierai, je ferai un truc, mais voilà. Mais du coup, c'est des chants gospel qu'il y a au temple. Et ça a été particulièrement émouvant. Voilà, on passe à autre chose parce qu'on ne va pas rester. Je suis triste, j'essaierai. Je vous promets, je vais essayer à la fin, pour ceux qui restent à la fin. Maintenant, on va parler d'interculturalité avec l'arcothérapie sociale. Et juste la vidéo, c'est parce qu'on est allé un dimanche au temple tout ensemble, donc on a eu les chants gospel. Du coup, pour l'interculturalité, déjà, je vais vous donner une petite définition, genre type Larousse, et après, je vous explique. L'interculturalité, ça décrit la présence de plusieurs individus ou groupes de cultures différentes et qui ont des interactions sans notion évidente de réciprocité. Donc, ça veut dire que nous, on est allé au Sénégal, on a une culture, eux, ils ont une culture, on a eu des interactions, mais nous, on n'a pas essayé de prendre leur culture et eux, ils n'ont pas essayé de prendre la nôtre. On a eu des interactions en ayant 2 cultures différentes et c'était OK. Là-bas, en fait, l'ergothérapie qu'on a fait, c'était beaucoup de l'ergothérapie sociale parce que
Parce que en fait, là-bas, ça n'existe pas, l'ergothérapie. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'ergothérapeute, du moins là où on était. Et, euh, et l'ergothérapie sociale, en fait, ça permettait euh, aux gens qui avaient arrêté euh, leurs activités, qui étaient en situation de privation occupationnelle, de retrouver un sens à leurs activités, de retrouver en fait, enfin, oui, un peu de sens à leurs activités et de pouvoir recommencer à faire des choses. Euh, donc en fait, ouais, là-bas, ça a été quand même assez difficile parce que, enfin, pareil avec la culture, on n'avait pas, enfin, ils n'avaient pas les mêmes attentes. Nous, on est arrivés, on s'est dit, oh là là, on va pouvoir leur proposer plein de choses. Et en fait, il y en avait, ils disaient juste, bah non, enfin non, j'ai pas envie. Alors, non, ce que vous me proposez, ça me dit, ça, j'ai pas envie. Ou alors, on a eu la situation d'une dame qui disait, ah, mais j'ai été maraboutée. Donc, de toute façon, la médecine, ça me sert à rien. Il faut juste que j'attende que le sort s'en aille. Donc, voilà. Et puis, à contrario, il y a des personnes qui pensaient qu'on était des sauveurs. On nous a dit qu'on était médecins plusieurs fois. Et quand on répétait, on disait, ouais, mais non, mais vous allez nous sauver. Voilà, par exemple, l'autre petite anecdote, une dame qui avait fait un AVC il y a pas mal d'années, mais qui avait vraiment bien récupéré. Et tout ce qui lui restait, c'est que quand elle mangeait, elle pleurait. Voilà. Et elle disait, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bon, comment dire qu'on peut pas faire arrêter quelqu'un de pleurer quand il mange? C'est pas de notre ressort. Enfin, nous, on savait pas comment faire ça, quoi. Et ouais, ils pensaient qu'on allait les sauver et en fait qu'on allait faire la rééducation entière pour eux. On a eu aussi un monsieur qui n'avait pas marché depuis 10 ans et il s'attendait qu'en une séance, on le refasse marcher. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et des fois, c'était un petit peu difficile. Et c'était important de faire des mises en situation, des visites à domicile pour faire des mises en situation, pour justement trouver des objectifs, parce qu'en fait, là-bas, c'était vous voulez faire quoi? Je sais pas, ou alors c'était des choses complètement irréalistes. Donc voilà. Et vous avez fait quoi du coup pour les repas là? Pour celle qui pleurait, en fait, clairement, on a dit que ça n'était pas, enfin que nous, malheureusement, on pouvait pas rien faire pour elle, que ben, enfin, nous, on pouvait pas En agir fait, là-dessus. c'est surtout qu'elle nous disait qu'elle savait qu'il y avait un nerf qui était touché et du coup, nous, on pouvait vraiment pas du tout agir pour là-dessus et on essayait de lui donner un peu des conseils. Enfin, le conseil le plus bête qu'on lui a donné, c'était essayer de mettre des lunettes de soleil parce qu'en fait, elle me disait que c'était la lumière qui la gênait. Et en fait, tous les petits conseils qu'on a pu lui donner comme ça, ils avaient déjà mis en place. Donc, pour le coup, c'est ce que dit Mathilde. On a juste dit, désolé, mais on est dans l'incapacité de vous aider pour le coup. Ça rentre pas dans ce qu'on sait faire. Et puis, elle a accepté. De toute façon, elle s'attendait pas à ce qu'on l'aide vraiment. Parce que là, elle, par exemple, vous l'avez vue comment? Enfin, comment vous êtes vous avez été amené à la voir en séance? C'était avec l'association des handicapés. En fait, elle était avec cette association et c'est l'association qui nous disait en fait quelle personne on pouvait aller voir et ils ont trouvé intéressant qu'on allait la voir. Après, des fois, on allait juste voir des personnes qui nous expliquaient, on va dire, leur parcours sans qu'ils attendent forcément un retour de notre part. Ok. Et c'est eux en fait qui choisissent d'aller à l'association pour avoir un suivi ergo, par exemple. Il Enfin, me semble que oui, ergo. c'est eux qui allaient. Alors, ouais, en fait, il y a eu un recensement dans cette association-là, donc dans le quartier de Guinaoraïd. Et en fait, là, c'était l'association qui décidait de nous montrer, enfin, d'aller chez différentes personnes, différents cas. Et après, en fait, dans la rue aussi, il y en a qui pouvaient nous arrêter. Et il y a un monsieur qui nous a reproché de ne pas lui avoir dit bonjour alors qu'il était un peu dans un recoin d'une rue. Même Habib ne l'avait pas vu. Et en fait, il s'avérait que lui, ça faisait 3 ans qu'il avait un AVC. Et du coup, Habib a pris son numéro. En fait, c'est aussi comme ça qu'ils continuent leur recensement et qu'ils savent qu'il y a telle et telle personne à aller voir. C'est un quartier comme un petit village, en fait. Donc, tout le monde se connaît. Et du coup, ils savent qui est en situation de handicap. Et souvent, c'est la mère de bidule, de machin, voilà. On a pu Ah avoir ouais. le père d'Habib, on a pu avoir pas mal de choses.
D'autres questions? Ok, on passe au séjour d'acclimatation parce que ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Et beaucoup pensaient que les premiers jours, on foutait rien, mais on s'acclimate. Vous allez voir pourquoi. Bon, du coup, le séjour d'acclimatation, il nous a permis de comprendre pourquoi on pourrait donner des conseils là-bas. Parce que, par exemple, pendant le séjour d'acclimatation, on a visité, on va dire, un petit peu le Sénégal. Donc, merci Kevin de nous avoir fait visiter. Et du coup, on essayait de regarder un petit peu comment les rues elles étaient, comment elles étaient disposées. On voyait que c'était pas du tout adapté. Et ça, du coup, ça rentrait aussi dans le cadre du séjour d'acclimatation. On a pu se préparer du coup aux visites à domicile et découvrir la culture et le rythme de la vie. Et surtout, on a pu s'acclimater au climat parce que la chaleur qu'il faisait là-bas les premiers jours, il n'y avait plus personne. C'était un peu compliqué et du coup, le séjour d'acclimatation, il jouait vraiment là-dessus aussi. Du coup, on vous a fait un petit diapo aussi pour vous parler de ce qui diffère de la France. On a fait 4 points. Du coup, durant le séjour d'acclimatation, on avait pu déjà observer des choses et même tout au long du mois, il y a des choses qu'on a pu remarquer qui sont différentes au Sénégal. Déjà, concernant les aidants, en fait, il faut savoir qu'à l'hôpital, les familles étaient tout le temps là parce que les aidants, en fait, ont ce rôle d'aider au transfert, d'aider en fait au déplacement. Et c'était vraiment, ils étaient présents lors des séances. Et par exemple, au CNAO, le Centre national d'appareillage de Dakar, c'était différent. En fait, il y avait carrément l'indication que les aidants ne devaient pas venir parce qu'en fait, là-bas, c'est tellement une habitude que les aidants viennent qu'eux, ils avaient précisé qu'en fait, les aidants n'étaient pas le bienvenu parce que ça fait beaucoup de monde dans les salles. Et par exemple, à l'hôpital, il y avait souvent dans la salle de rééducation énormément de monde parce que voilà, il y a la sœur, il y a le grand-père, tout le monde est un peu là et on était beaucoup. Il faut savoir aussi que pour les séances, il n'y avait pas d'horaire et de durée fixe. En fait, comme souvent les gens venaient de loin et des fois, il y avait aussi, suite aux intempéries, comme il y a eu pas mal d'inondations parce qu'en fait, nous, on est allés à Dakar, c'était la période d'hivernage, il y a eu beaucoup de pluie, c'est la saison des pluies. Du coup, les gens venaient en fait quand ils pouvaient. Quand ils étaient là, le kiné les prenait en charge en fait quand lui pouvait aussi en fonction de son planning parce que les kinés avaient beaucoup de monde et dès qu'il avait quelqu'un, il prenait la personne en charge et il l'installait sur son exercice. Après, il allait voir une autre personne qui l'installait aussi et du coup, il allait de personne en personne pour faire sa séance. Une autre chose, c'est qu'on a pu voir aussi que en fait, c'était aussi particulier quand il y a une personne qui est en situation de handicap. Là-bas, en fait, c'est la famille qui va tellement aider que la personne elle-même va plus vraiment participer aux activités de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'en fait, suite à un AVC ou après un accident, en fait, la personne, elle va plus se laver toute seule, elle va plus manger toute seule. On va l'aider pour s'habiller, pour se déplacer. Même si elle a encore des capacités pour faire certaines choses, on va l'aider pour tout parce que c'est dans la culture, ils sont beaucoup dans l'entraide et c'est le rôle des autres d'aider la personne qui est en situation de handicap. Une dernière chose qu'on a pu remarquer aussi, c'est que voilà, nous, en tant qu'ergo, en tant que futur ergo, on s'intéresse aussi beaucoup aux activités de la vie quotidienne. Et quand on essayait de trouver des objectifs avec les patients là-bas, on a pu remarquer aussi que les objectifs et les demandes étaient différentes. En tout cas, par exemple, les femmes nous demandaient beaucoup, elles voulaient réapprendre à coudre, réapprendre à cuisiner, et c'était beaucoup plus tourné sur des travaux pratiques à la maison ou par rapport au travail. C'était des demandes surtout d'activités pratiques comme ça, liées à la productivité. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ça. Sinon, on passe du coup au choix de thème sur l'interculturalité. Voilà. Du coup, on vous propose de parler des outils et des matériaux qui étaient soit déjà sur place, déjà utilisés ou pas utilisés
qui savaient ou pas utiliser, et ceux qu'on a apportés. Et après, sinon, on parle de la néocolonialisation. À vos votes. Je sais pas ce que c'est la néocolonialisation. C'est le fait d'être blanc et d'arriver dans un pays Ah, en voie de développement. Et de ok. vouloir imposer sa vision. Et ben moi, je veux bien, enfin, le 2. Moi Et aussi, après- je suis chaud pour le 2. Il reste d'autres gens ou pas? Je ne vous vois pas tous en fait. Ouais, moi aussi pour le 2. Et bah, Ouais, pareil. oh, bah. Moi, je l'ai jamais fait celui-là, dis donc. Donc là, on vous montre juste voilà, un peu tout ce qu'on a apporté. Et de toute façon, on a des fiches matérielles, ça c'est intéressant. On a des fiches matérielles qu'on a fait en fonction des activités que les kinés pouvaient faire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous mettre un petit mail et on peut vous les envoyer. Pareil, sur l'ergothérapie sociale, on ne sort pas ça de notre tête, on a quand même fait des petites recherches. On a tout une petite biblio sur tout ça. Voilà. Carrément, moi, je suis intéressée. Oh, moi, je suis chaud aussi. Et ben, un petit message mail, comme ça, on essaie de vous donner ça. Ok, merci. Du coup, sur la néocolonisation, pareil, une petite définition du Larousse. C'est une politique menée par certains pays développés visant à instituer sous des formes nouvelles leur domination sur les États indépendants du tiers-monde autrefois colonisés. Donc, si nous, on avait fait de la néocolonialisation, pardon, j'ai du mal à parler. Donc, si on avait fait ça, en fait, ça aurait été d'arriver et de dire ben, l'ergothérapie, ça vous est nécessaire, il y en a besoin. Euh, et il faut que vous la fassiez absolument, alors que ben, nous, on est que des simples étudiantes et enfin, on ne connaît pas tout sur l'ergothérapie et ben, là-bas, c'est pas forcément avec la réalité culturelle. Donc, on n'allait pas arriver comme ça et faire oui, bonjour, on a la science infuse. Donc, non, nous, on ne voulait pas faire ça et puis c'était complètement irréalisable. Et il fallait qu'on fasse attention en fait aux différences par rapport à la France parce qu'on a eu un choc pour nous aussi parce que tout était différent. Parce que par exemple, nous, on a l'idée qu'une personne âgée ou une personne en situation de handicap, elle veut avoir le maximum d'autonomie possible. Sauf que là-bas, c'est pas le cas. Là-bas, quand on peut plus faire une chose, ben, on fait tout à sa place. Par exemple, une personne âgée, elle va rester dans son lit et, euh, les gens font à leur place. Et c'est quand même bien dommage, mais c'est comme ça. Et nous, on voulait pas dire, ah bah si, toi, tu vas te lever et tu vas faire ça. On voulait juste lui faire comprendre qu'elle peut, mais on voulait pas imposer, parce que de toute façon, on ne pouvait pas imposer. Euh, et comme je l'avais dit plus avant, enfin, on est passé pour des sauveurs alors qu'on ne voulait pas. Et ça, c'est un peu de la néocolonialisation aussi, parce que pour eux, en fait, on est blanc, on est riche, on est éduqué, donc on avait la science infuse des fois. Et c'est avec les exemples que j'avais donnés plus tôt. Enfin, nous, fallait, nous, on pouvait pas, quoi. On n'était pas en capacité de le faire. Et ben, en fait, ouais, notre venue ne devait pas être imposée. Si la personne disait, bah, j'ai pas besoin, ben, on n'insistait pas. On disait, ben, écoutez, c'est gentil de nous avoir accueillis, on va vous laisser. Bonne journée, parce qu'ils n'avaient pas besoin de nous. Donc, on va pas imposer notre vision des choses. On va pas dire, ah bah si, il faut que vous fassiez absolument. S'il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas d'objectif et c'est comme ça. Donc vraiment, ce qu'il faut, nous, ce qu'on a retenu avant de partir et même après partir, c'est de ne pas mettre un besoin, en fait, même au niveau des outils, on ne vous en a pas parlé en détail, mais il y en a qu'on a ramené en France pour la prochaine équipe parce qu'on n'a trouvé aucune utilité à ces objets-là. Et du coup, on ne voulait pas les donner, leur expliquer vite fait leur utilité, mais qu'ils ne l'utilisent pas et que, au contraire, qu'ils viennent ultra dépendants d'un truc parce qu'il leur manque, je sais pas, des piles ou quoi que ce soit. Donc, on faisait vachement attention à ça aussi. Beaucoup se demandent à quoi a servi notre intervention.
Et bah, du coup, pour vous expliquer un petit peu, de manière générale, les personnes, quand elles ont un handicap là-bas, elles font plus rien. Même si elles ont la capacité de faire un tout petit peu de l'activité, elles font vraiment plus rien du tout et c'est la famille qui s'en occupe. Du coup, les principaux conseils qu'on a pu donner, c'est déjà que le handicap, c'est pas une honte, parce qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui étaient handicapées et qui restaient dans leur chambre toutes seules. Et en fait, les personnes ne savaient pas qu'il y avait une personne qui était en situation de handicap là dans la maison et du coup, bah, c'était vraiment notre principal conseil en disant le handicap, c'est pas une honte, il y a beaucoup de personnes qui en ont et il y a des associations qui existent pour ça. Après, le deuxième, du coup, c'était qu'on pouvait utiliser nos 2 membres, que même s'il y avait un membre blessé, eh ben, on peut toujours essayer de se rendre pour faire l'activité. Et puis même, ça donnait une motivation. Par exemple, on avait un petit, sa maman voulait jamais qu'il utilise son bras lésé, mais en fait, il en avait tellement marre. Et du coup, une fois, on s'est dit, bah, on va essayer d'alterner une fois son bras lésé, une fois son bras non lésé. En fait, ça marchait hyper bien et ça marchait tellement mieux. Du coup, ça permet juste de s'aider pour les activités et trouver une motivation. Après, on disait que même si une activité n'était pas faite en entière, c'était pas grave. Même si la personne, elle peut se laver, on va dire, que la partie haute du corps, et ben c'est pas grave. Elle fait et c'est pas bien. Parce qu'on fait vraiment une petite chose et au fur et à mesure, c'est comme ça aussi que la personne, elle va réussir à faire l'activité en plein. Parce que par exemple, une personne qui avait, je sais pas, un AVC, du coup, qui était hémiplégique, qui pouvait quand même se laver le corps avec son autre bras ou juste une partie du corps, et ben c'était la famille qui le faisait parce que là-bas, c'est dans leur coutume de ne rien faire. Pardon. Et du coup, le dernier conseil qu'on donnait, c'était que d'être son propre coach sportif. Parce que, il faut toujours être actif dans la rééducation et vu que là-bas, il n'y a pas beaucoup, on va dire, de professionnels qui sont mis à disposition, et ben on leur disait, vous pouvez quand même, vous étirer, par exemple, chez vous, faire un peu de mobilisation ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait être son propre coach sportif. Des questions ou pas? On essaye de faire condenser parce qu'on voit quand même l'heure défiler. On veut quand même vous laisser aller manger. En parlant de ça, moi, Ah, bravo pour le diapo. Oh, merci. Ah, pardon. Moi, les filles, je vais vous laisser. Il faut que j'y aille. Bonne soirée. Bisous. Salut, Et bonne ben, soirée. merci en tout cas. T'as dit quoi, Loïs? J'ai dit bonne soirée. Ah. Du coup, on vous propose les 2 derniers thèmes. Soit la reconnaissance et la vision du handicap là-bas, sachant qu'on vous en a déjà présenté beaucoup, soit l'accès à la santé et aux formations, etc. Dites-nous. Bah, L'accès. Bonne soirée Julie aussi, je sais pas si elle est déjà partie, mais elle vient de mettre un message. Et du coup, j'ai pas entendu la personne qui a parlé, je suis désolée. J'avais dit le 2, mais j'ai pas retenu le nom qui avait dit le 1, donc bah, peu importe, c'est par le 1. Adèle et Anaël, comme vous voulez. Ouais, peu importe aussi là. J'ai pas. Je sais pas. Bon, après, Ouais, n'importe. vu que c'est la dernière, on passera de toute façon par là. Comme on vous a dit en très gros débrief, comme on vous a dit, ils sont cachés, les aidants font tout à leur place. Il y en a qui ont des croyances, ils pensent que c'est les malédictions, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout d'intervention. Donc voilà, et la personne là que vous voyez là, c'est grâce à nous qu'elle peut remanger assise, juste par le simple fait qu'on leur a dit que c'était possible. Et du coup, elle mange assise seule maintenant, et ça a été impressionnant. Et voilà. Sinon, elle était dans sa chambre toute seule, allongée toute la journée. On fait le deuxième. Et du coup, attends, par rapport à la photo, en gros, eux, ça leur vient pas à l'idée de se dire qu'elles pourraient remanger assise, quoi. Alors, Ou juste ils veulent pas et. Enfin, je comprends. Alors, on a eu exactement la même réaction que toi, c'est-à-dire que là, le fauteuil que vous voyez, il était vraiment au pied de sa porte de chambre, enfin de son seuil de porte. Et donc, on l'a vu dès qu'on est arrivé et on a demandé si elle restait allongée toute la journée. Ils nous ont dit que oui. On leur a dit, mais vous avez un fauteuil, donc à quoi il sert? Ils disent, ah, mais elle glisse sur le fauteuil. Du coup, vous voyez, ils ont mis une ceinture. Et moi, en fait, il était à peu près 14h quasi. Je crois que j'étais avec Eva à ce moment-là, si j'ai pas de bêtises, parce qu'on changeait tout le temps, donc voilà. En fait, on a proposé qu'on l'assoie
pour voir aussi son positionnement, pour voir aussi les points d'appui, tout ça. Vous voyez qu'elle appuie avec sa tête. Et du coup, on a proposé qu'elle s'assoie là. Et en fait, d'elle-même, elle nous a fait le geste de pouvoir manger. Donc, c'est-à-dire qu'elle a vachement de spasticité dans les mains, etc. Donc, elle a pas trop de mobilité des doigts que certains. Et en fait, elle peut quand même faire le mouvement. Et du coup, là, je leur ai dit, à midi, elle teste. Et vous nous dites. Et du coup, on a reçu une vidéo d'elle en train de manger. Parce qu'ils sont quand même vachement connectés sur WhatsApp et tout. Ah ouais? Et ouais, en plus, elle a toute sa tête. Donc, en fait, elle parle tout le temps au président de l'association des handicapés. Donc, c'est vraiment la personne qu'on devait aller voir et qu'on devait aider. Et il ne pensait pas qu'on allait autant l'aider. Et du coup, maintenant, elle est capable de manger 2 repas par jour assise. Et on a dit, vous faites pareil pour la douche, parce que pour la douche, il l'allongeait par terre sur un tissu. Et on a dit, vous mettez ce tissu-là sur le fauteuil pour pas trop mouiller le fauteuil, et vous lui donnez la douche comme ça. Et je crois que c'est ça qu'ils font, d'après, voilà. Et Trop c'est bien. pas qu'elle remange, elle avait jamais mangé toute seule. Elle Et, mangeait allongée. ouais, elle mangeait allongée et c'était les gens qui lui donnaient à manger et elle a 37 ans. Elle a quel âge? 37 ans. Et elle avait jamais mangé seule, Ah ouais, jamais 37 assise. ans. Ouais. En fait, c'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est un peu on va dire, le travers de leur envie de bien faire. C'est ce qui peut-être nous a posé le plus problème, c'est que comme dans leur culture, ils vont aider au maximum la personne handicapée, la personne qui est en situation de handicap, en fait, ils vont même pas avoir l'idée de tester des choses. Ils vont pas se dire, parce que nous, en fait, une personne qui est en situation de handicap, en France, elle va se dire, OK, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être indépendant. En fait, là-bas, ils sont tellement bien Ouais, ils accompagnés. protègent, quoi. Ouais, ils sont protégés tout le temps par les gens de la famille. En fait, si tu peux pas te nourrir, il y aura forcément quelqu'un. En fait, c'est un peu comme si tu avais des aides-soignants à domicile tout le temps. Du coup, Ouais. en fait, tu te poses même pas la question de est-ce que je pourrais faire ça, est-ce que je pourrais être autonome dans telle ou telle chose, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de l'être. Mais en fait, c'est quand même, nous, ce qu'on essayait de montrer aussi aux familles, c'est qu'ils pouvaient se libérer d'un poids parce que voilà, ils sont quand même fatigués d'aider une personne comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, enfin, je dirais, aider une personne tous les jours à s'habiller, à se nourrir, ça lui demande de l'énergie. Et on leur montrait aussi que ça avait un côté positif, que la personne puisse faire des choses seule aussi. Ouais, carrément. Et j'avais une question par rapport, les parents, les aidants en tout cas, ils ont directement accepté ou ils étaient quand même réticents par rapport à ça? Non, non, ils ont directement accepté. Elle, on l'a vue 3 fois. Je prends plus la parole parce que moi, je l'ai vue 2 fois, du coup, et c'est avec elle qu'il y a eu le plus de relations, on va dire, qui s'est créée. Mais les parents ont tout de suite accepté. Ils nous disaient même Ok. que c'était de la couture, etc. Et on n'a pas pu faire en sorte qu'elle nous montre parce qu'il y avait des enfants dans la pièce. Mais, mais ils ont tout de suite accepté. C'est pour ça en fait qu'ils nous ont demandé pour la douche. Et après, le problème, c'est que la mère, elle commençait à dire oui, et aussi, il me faudrait un frigo, il me faudrait un nouveau matelas, il faudrait ci, il faudrait Ah ça. oui. Et là, on a commencé à dire tu vois, en fait, vu qu'ils ne parlaient pas français, on avait l'infirmière qui traduisait. Et du coup, elle comprenait direct que de toute façon, nous, on ne pouvait pas apporter plus. Et du Mhm. coup, elle le prenait vachement avec humour à nous dire, et en plus, là, elle demande un frigo, ou en plus, elle demande D'accord. un matelas. Le matelas, c'est vrai, il fallait le changer. Moi, je leur ai dit de le retourner pour changer les points d'appui, etc. aussi, ce qu'ils n'ont pas fait, par contre. Mais après, ils étaient partants pour tout. On lui a donné des Scooby-Doo pour qu'elle travaille aussi les mains. On lui a donné un carnet avec quelques crayons pour qu'elle puisse quand même dessiner et en fait s'occuper la journée, parce que sinon, elle passe toute sa journée à manger. Donc ça Ok. permet en fait les Scooby-Doo, tout ça, en fait, on a vu que grâce au fait de l'asseoir sur une chaise et de la faire manger avec tout le monde, et ben, on a pu reconnecter un peu avec la famille. Et quand on allait lui donner les Scooby-Doo, elle était avec sa famille allongée dans le salon. Et en fait, toute la famille a commencé à faire des Scooby-Doo en même temps quand on les a apportés. Ok. Donc, et ça, et bon, elle fait pas les mêmes techniques que nous, mais elle a adoré faire ça, quoi. Enfin, voilà. Hmm.
Oui, Bah, c'est cool, ok. en tout cas, cette fille elle était particulièrement motivée. Après, voilà, on a vu d'autres personnes, souvent souvent les personnes âgées qui avaient aussi des difficultés dans leur quotidien. Elle nous disait clairement, bon, bah, je n'ai pas envie de faire ça seule, ça me va bien que je sois aidée. Du coup, on laissait aussi. Mais en tout cas, cette fille, en tout cas, motivée, on a profité aussi de ça parce que nous, on aime aussi, c'est important la motivation et la personne pour réaliser des activités. Du coup, on en a profité, ouais. Ouais, j'imagine. Mais du coup, c'est déjà arrivé. Oui, pardon. Non, vas-y, Anaëlle. Vas-y. C'est arrivé du coup qu'il y ait une personne qui soit super motivée pour sa rééduc, mais par contre qu'il y ait les aidants qui bloquent un peu. Est-ce qu'on a rencontré un cas comme ça? Je Bah, réfléchis. En soi, je me dis, c'était pas tant volontairement, mais par exemple des enfants qui, on voulait leur faire des choses, et en fait inconsciemment les parents faisaient à la place des enfants. Du coup, les enfants Ah n'avaient oui, pas ouais. l'opportunité. Après, moi, je me souviens pas de situation où les aidants ont vraiment dit non, nous on veut pas, parce qu'en fait, la Oui, ok. plupart des aidants sont fatigués. En fait, nous ils nous disaient on est fatigués, mais ils peuvent pas s'empêcher de faire pour la personne. Ouais, oui, c'est dans leur culture, c'est les habitudes aussi depuis le temps, je pense, qui s'occupent de la personne. Ok. Merci. Du coup, concernant l'accès aux soins, il faut savoir que les soins au Sénégal, ils sont payants. Pour vous donner un ordre d'idée, pour les prix en fait, à l'hôpital, pour une séance de rééducation, par exemple chez le kiné, c'était 5 000 francs CFA pour un adulte et 3 000 francs CFA pour les enfants. Le prix dans l'association, c'était différent parce qu'en fait, l'association, c'était du bénévolat. En fait, du coup, c'était un prix en fonction des revenus de chacun et si la personne ne pouvait pas donner, elle ne donnait pas quelque chose en particulier. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que du coup, comme l'accès aux soins, il était payant, il y avait beaucoup de ruptures de parcours de soins et notamment à cause du prix, mais aussi à cause du manque de professionnels. Et pas mal par exemple, là, pour l'hôpital, il n'y avait que 5 kinés pour tout l'hôpital en entier, ce qui fait peu, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes pour des séances de kiné. Il y avait aussi la question de l'éloignement, parce que certaines personnes faisaient beaucoup de trajets pour venir à l'hôpital. Et c'était aussi une raison de rupture en fait, de soins. Les gens ne venaient pas jusqu'au bout de leur séance parce qu'en fait, ils ne pouvaient plus payer le trajet plus le prix de la séance. Et après, comme on vous l'a dit, il y avait aussi pour certaines personnes des croyances qui font que en fait, la personne pense, et en tout cas dans sa culture, pense que c'est à cause du maraboutage qu'elle est malade ou autre. Et du coup, en fait, ne va pas forcément chercher à se soigner. Des questions ou pas? Non, non, ça va. Ok, du coup, il y a eu plusieurs enrichissements qu'on a ressortis un peu toutes les 5. Donc, du point de vue plus personnel, on a essayé chacune de regrouper nos choses. On a été contente de s'ouvrir à une nouvelle culture, de pouvoir aussi monter ce projet de A à Z, sachant que c'était un peu nouveau pour toutes. Et du coup, tout ça, ça nous a développé des compétences sociales et solidaires. Et ça nous a surtout appris à communiquer tous ensemble, à communiquer aussi avec des personnes qui avaient d'autres visions et avec d'autres professionnels, même les associations, on ne s'attendait pas que ce soit autant professionnel que ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait toutes les fiches de suivi, tout ça, parce que c'est eux qui étaient vraiment demandeurs de tout ça. Voilà, et du point de vue ergo, apprendre à gérer un projet, c'est quand même vachement important. Je pense qu'on en aura quand même beaucoup à gérer. De communiquer, comme j'ai dit, avec les autres professionnels et d'avoir une bonne posture et la posture quand même d'égalité de niveau, même si nous, on fait une profession qui n'existe pas là-bas. On a veillé à aussi s'enrichir de ce que les locaux peuvent nous apprendre sur leur façon de vivre et ce qu'ils ont vécu. Parce qu'en fait, vraiment, tout le monde, mais tout le monde, même des enfants jusqu'à la personne la plus âgée, elle a pu nous apporter quelque chose. Et comme nous, on a pu peut-être beaucoup leur apporter aussi, mais voilà. Et du coup, on s'est aussi fait confiance sur notre pratique parce qu'on n'est pas que étudiante ergo, on était en 2e année, on venait de faire un stage,
On venait d'avoir des rattrapages pour celles qui en avaient et du coup, vraiment, on s'est dit, mais est-ce qu'on est légitime de dire tout ça et tout? Et en fait, on s'est rendu compte que oui, parce que à 5 cerveaux, on arrive quand même à faire des choses qui sont intéressantes et surtout à se faire confiance. Donc là, suite à ces enrichissements, nous, on a encore des questions qui sont un peu floues et on veut vous faire participer là-dessus. Du coup, c'est plus dans les perspectives professionnelles. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer nos prises en charge? Et du coup, là, on a 2 sous-thèmes encore, mais là, ce sera plus à vous ce sera en fait sous forme de discussion, de nous dire aussi vous ce que vous en pensez. Du coup, on a la problématique d'avoir des connaissances venues de l'étranger, est-ce que c'est utile ou pas? Et de recevoir un patient qui n'a pas la même culture, comment vous réagirez? À vous de me dire ce que vous aimeriez. Et ça serait intéressant aussi si Héloïse, elle veut nous dire aussi, comment elle verrait les choses alors qu'elle n'est pas du tout en ergo. Voilà. Attends, tu peux répéter, j'étais à l'évier en train de me laver la main. Là, on va voir qu'il y a plein de questions et du coup, si tu veux dire toi comment enfin, par exemple, ce que tu apporterais des connaissances venues de l'étranger, sachant que tu as beaucoup voyagé, soit sinon, si tu reçois un patient ou un client ou autre qui n'a pas la même culture, comment tu t'adapterais et tout ça. À vous de choisir le thème qui vous intéresse le plus. Moi, je pense Les deux. toujours à l'inverse. Mais en vrai, les deux sont super intéressants. Bah, en soi, avoir des connaissances, c'est plus pour l'ergo en elle-même, mais enfin, c'est un peu quand même lié les deux. Ouais, Oui, c'est vrai. les deux sont quand même. Enfin, c'est quoi la différence pour vous? Alors, je vais te montrer les diapos. Les filles, j'ai une autre réunion à 20h, du coup, je vais vous laisser le temps que je m'y rende. Mais j'espère que ça vous a plu, celles qui sont venues ce soir. Et Yes. peut-être à une prochaine. Bah, merci beaucoup en tout cas de Ouais, faire ça et des merci. retours Ouais. comme ça, c'est trop bien. Bonne soirée. Ça peut Bonne servir. soirée. Ouais. Salut. Du coup, là, c'est par exemple, quel est l'intérêt de découvrir l'ergothérapie dans un autre contexte culturel? Est-ce qu'une formation à l'étranger, qu'est-ce qu'elle t'apporterait si tu travailles en France? Quel est l'intérêt de faire un stage à l'étranger? Je crois qu'il y en a 2 qui vont faire un stage là. Quel est l'intérêt d'avoir ce savoir expérientiel, culturel du patient? Et du coup, quelle place doit prendre l'apport des connaissances venues de l'étranger dans la pratique et que la pratique, elle reste cohérente dans le pays où elle est pratiquée, si c'est en France ou voilà. Et l'autre, c'était plus dans la manière de est-ce qu'il y a des questions spécifiques qui doivent être posées pour une personne qui a une culture différente? Est-ce qu'il faut s'y préparer de recevoir quelqu'un qui est d'une autre culture? Est-ce que on va avoir les mêmes objectifs dans les mêmes occupations et du coup quelle approche adaptée à adopter? Donc globalement, si vous avez des réflexions vis-à-vis de tout ça, libre à vous. Bah, en vrai, pour l'autre slide, ça dépend vraiment du pays où tu es, parce que il y a des choses qui se font dans des cultures qui se font pas ailleurs. Attends, 2 secondes. Même le rapport à la famille, enfin, Ouais, il est complètement différent, déjà, rien qu'avec ce que vous avez dit, mais même du coup, par rapport à la vision du handicap, et du coup, ça peut quand même vachement influencer les prises en charge, donc je pense qu'il faut quand même se préparer. Et enfin, en même temps, il faut se préparer, mais il faut aussi s'adapter et découvrir sur place, je pense. Mais enfin, je pense que le rôle des familles, ça joue beaucoup dans la prise en charge et du coup la culture, parce que chaque culture a une vision différente de la famille, de la prise de repas, la manière de prendre des repas ensemble ou pas. Du coup, ça joue sur les occupations, quoi. Mais voilà. Je sais pas si ça vous parle. Si, tout à fait. Mais après, nous là, on n'a pas forcément grand-chose à vous apporter parce que comme on vous a dit, ça reste des questions aussi qu'on a et tant qu'on n'exerce pas, on ne va pas forcément pouvoir y répondre. Tout ce que je sais, c'est que chacun a de bonnes réponses. Je suis totalement d'accord.
Et Et, est-ce que, par exemple, par rapport à la famille, vous avez vu des différences, des grosses différences par rapport à une prise en charge en France et comment ça se répercutait dans les prises en charge des patients? c'était la motivation et est-ce que la famille était prête à le laisser faire ou est-ce qu'elle avait peur ou pas? Un peu, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Il pouvait y avoir aussi les sujets tabous que la famille voulait pas forcément, ou même la personne, la Comme quoi, par exemple? sexualité, Ah, la sexualité. sexualité, déjà ici c'est un petit peu tabou, mais là-bas t'en parles même pas. Ça fait toujours rire Kevin quand on dit ça, mais t'en parles pas, clairement. Donc voilà, même la démence, etc. Nous, on n'a jamais parlé de ça, on est resté sur le côté moteur. Voilà, je pense surtout à Ok. ça. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, tout ça, pour essayer de finir rapidement. Mathilde va vous mettre dans le chat, si elle y arrive, un Google Doc qu'il faudra remplir pour simplement un questionnaire de satisfaction, savoir s'il y avait des choses à changer ou autre. Et est-ce que vous avez des questions sur le projet? Non, c'était clair. C'est intéressant. Sachant qu'il y a nos réseaux, donc Instagram, Facebook, tout ça. Si vous voulez nous contacter, c'est plus par Instagram ou Facebook. Le mail, pas trop, parce qu'il y a quand même beaucoup de spam. LinkedIn, vous pouvez aller suivre, hein. On s'est mis dessus aussi. C'était quoi votre meilleur moment pendant votre séjour? Notre meilleur moment. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Après, il y a eu beaucoup de moments, du coup, le soir où on était tout ensemble et du coup, on relâchait un peu la pression, tout ça. Il y avait d'autres bénévoles avec vous? Ou, Non, on était les seuls. et vous logiez où? On logeait à la maison des accompagnants. Il y a eu un réel qui a été fait dessus, si tu veux la voir en vrai, sur Ah ouais, Instagram. je vais aller voir. Donc, c'était plein de petites maisons. Et après, dans l'hôpital, il y avait d'autres stagiaires ou autres. Il y en avait de Lyon et du coup, certaines filles les ont rencontrées juste un midi. Mais sinon, non, on était les seules françaises et on n'a pas vu beaucoup de françaises. Et après, les meilleurs moments, on a passé quand même des vachement bons moments les week-ends avec Kevin et tout ça. Donc, c'est dur d'en choisir un. Mais du coup, en fait, vous êtes arrivée, vous avez été toute seule du début à la fin, quoi. Exactement. Personne Après, vous a encadré un non. minimum. On a monté au- vraiment le projet de A à Z. On a tout fait. Enfin, on a pris contact avec les associations. On a vraiment le projet. Là, Ah c'est oui, un parce projet. il y avait quand même les bases des associations. Non, c'est nous qui avons dû les chercher. Après, on était en contact avec elles. On a commencé à Oui, être mais en en contact arrivant avec sur elles. place, quand vous étiez sur place, il y avait des gens Oui, référents des associations, quoi. oui, oui. Si, on a Ouais. quand même. Mathilde, elle parle d'avant, mais sur place, Oui, on oui. a été accueillis par un taxi qui avait été tout géré par le médecin du SSR, enfin du service de kiné. Après, quand on allait dans les associations, les premiers jours, ils venaient nous chercher à l'arrêt de bus parce qu'on ne savait pas où c'était. Ok, ouais. Ils étaient aussi assez cadrés. On a eu une réunion de rentrée une réunion de rentrée où ils ont établi tout un programme, mais c'est eux qui nous ont dit tel jour et tel jour vous êtes en visite à domicile, tel jour vous êtes ici avec Habib. Enfin, si là ils nous cadraient. Après, on avait notre mot à dire et on disait de quoi on était capable, etc. Donc, si on était quand même, on n'était pas toute seule à. Ouais, ouais, ouais. De toute Ouais, je façon, vois. on disait pas, on venait pas avec nos gros sabots à dire on est là, on veut faire ça. C'est on est venu là parce qu'il y avait un besoin. Dites-nous vraiment plus concrètement votre besoin parce que quand on était en France, c'était pas très, C'est très clair. très clair du tout. Et c'est là où on a vraiment pu construire un truc avec eux. C'est pour ça que on a adapté les bilans AVC, tout ça. On leur a fait toute une trame qu'on a adaptée à eux.
avec un peu moins de mots médicaux, etc. On a fait les fiches de suivi, on a fait plein de trucs que eux nous ont demandé, et ça nous a cadré. Ok. Voilà. Trop bien, en vrai. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées pour la prochaine équipe, il y a des dates importantes à retenir qui sont aussi sur l'Instagram. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a des personnes en E2. Je suis Et pas des sûre. E3. Donc, on peut passer. Petite pub, mais nous avons fait notre calendrier qui est, j'en ai pas là, mais qui est beaucoup trop beau, que tout le monde s'arrache. Et du coup, le prix, on a pris un libre Un peu bugué, Lucie. qui Ah oui. Ouais, pas qu'un peu. Lucie, t'es complètement buggée. Mais Et continue. pas, c'est-à-dire Ah, bah, on l'a perdu. Ouais, Elle est partie. c'était très drôle à entendre. Ouais. j'ai failli rager. Je suis désolée. Alors, et du coup, est-ce que l'enregistrement... Ah oui, oh là là, du coup, tout le monde aura vu ce qui s'est passé. Bon, c'est pas du tout professionnel, notre vidéo. Du coup, est-ce que vous avez tout entendu ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Rien du tout. On a juste, je crois que c'était juste que oui, c'est un prix libre. Ouais. Oh non! Ah ouais, j'ai parlé vraiment longtemps toute seule. Oui. En fait, j'ai vu Mathilde, j'ai vu la tête de Mathilde qui bougeait pas et qui était genre, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Du coup, le prix est libre. L'association, il revient à 4,50 €. Vous pouvez mettre plus. Les dons sont toujours déductibles des impôts. Ça, ce sera important à dire si vous voulez faire des projets, des cagnottes, tout ça. Donc, voir avec les parents qui payent des impôts. Et si c'est possible, soit vous commandez auprès de la personne qui est la plus proche de vous au niveau géographique pour pouvoir vous le donner. Soit, si possible, faire directement la commande sur Hello Asso. Comme ça, moi qui suis la petite secrétaire, je peux rentrer dans le tableau des goodies, etc. Niveau administratif, c'est mieux. Et après, on ne court pas après l'argent parce que la trésorière va réclamer l'argent. Voilà. Et je Et du saurai coup, où vous trouver. on vous remercie énormément. On s'excuse pour voilà, que ça soit tard. En tout cas, on espère qu'on a répondu à toutes vos questions et que ça vous a aussi éclairé sur nous ce qu'on a pu faire là pendant un mois, parce que ça ne pouvait pas forcément être clair pour beaucoup, que vous avez appris des choses. Et voilà, dites-nous tout. Bah, merci en tout cas d'avoir pris le temps. Merci à vous. C'était top. Et c'était cool de suivre votre projet sur Instagram à chaque fois. Voilà. Ça fait plaisir. Ouais, c'était bien. Mais bah, si j'ai d'autres questions, je vous poserai. De quoi, Kevin? Je ne ratais pas les réels chaque soir. Les Oui. récaps. Et Kevin nous repostait tous les soirs nos récaps qu'on faisait. À savoir que les récaps étaient peut-être un peu longs, ça on s'en excuse. On faisait en une prise à la fin de la journée parce que on avait beaucoup de choses à dire, mais surtout qu'on préparait sur le papier les grandes lignes, mais après on faisait en impro total parce qu'on était quand même un peu fatigués à la fin, quoi. Normal. Voilà. Ok. Et sinon, vous conseillez quoi? C'est quoi votre indispensable dans une valise pour aller là-bas? Ah, faudrait qu'on fasse J'avoue, bonne ça. question. Ou qu'on conseille ça à notre équipe. Les indispensables, Des tongs. prends de l'anti-moustique ou une spirale là, à faire brûler, là, anti-moustique. Ouais. Prends du papier toilette. Ah. Parce qu'il n'y en a pas là-bas.
Euh, Ça s'achète pas? Si, Si ça si, si. s'achète, mais au cas où t'es pas le temps d'en acheter quand t'arrives, prends Ah du oui. papier toilette dans ta valise. Ouais, prends-en deux, Si, trois pour commencer, tu vois. alors, je sais pas avec combien de valises vous partez. Si vous partez avec 2 valises ou avec un gros sac et une valise, de bien séparer moite-moite dans les valises et tout ça. Parce que si votre valise est perdue et volée et n'importe, vous avez quand même la moitié de vos affaires avec vous. Et mais bien quelque chose qui se différencie bien, un chiffon, plein d'autocollants ou trucs comme ça sur ta valise. Parce que Fanny, c'est pour ça qu'elle a été prise, c'est parce qu'elle ressemblait trop à une autre. Ouais. Donc voilà, bon, on l'a retrouvée rapidement après. Mais, Ah ouais, bien j'avoue, c'est pas con. Prends bien tous les médicaments qu'on te prescrit et qu'on te conseille. Mhm. Après, nous, Prends des pantalons légers, prends pas genre trop, enfin, prends pas de short parce que comme on l'a dit, enfin, tu peux en prendre, hein, mais genre, après, Ouais, toi, c'est. tu pars au Togo, c'est ça? Ouais. Je pense que c'est un peu préparé quand même au niveau, enfin, tu sais, de pas avoir, par exemple, dans le milieu du soin, les jambes trop dénudées, tu sais, tu prends des pantalons un Mm. peu larges. Bah, de toute façon, déjà pour le stage, on n'a pas le droit d'être en short, faut qu'on soit en pantalon. Donc dans tous les cas, il faudrait que j'ai des pantalons. bah, Kevin va nous dire, il vient du Togo, enfin il connaît le Togo. Tu pars au Togo? Ouais, D'accord. je pars le 19 octobre pour 2 mois. Peut-être que je viendrai les week-ends et on se verra. Ben Enfin, peut-être. peut-être, je ferai tout possible et on se verra. De quoi? Je ferai tout possible et on se verra au moins 1 ou 2 week-ends à Ah bah Lomé. cool. Au top. Et nous, on logera au centre d'échange culturel. Je sais pas si tu connais. J'ai pas compris, s'il te plaît, tu dis? Je sais pas si tu connais le centre d'échange culturel À au Togo, Lomé, non. à Lomé. Non, mais je vais demander à un ami. Parce que du coup, on logera là-bas. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est pas, on échangera après. Tu pourras le retrouver sur Instagram si tu veux. Si tu veux, Adèle, je pourrais te donner son numéro s'il est d'accord. Oui, oui, y a pas de souci. Top. Ça marche. J'ai une question. Vous avez parlé des médicaments. Et vous avez pris le traitement pour le palu, j'imagine? Allô? Ouais. Oui, oui, on l'a pris. Ah non, Moi, j'ai pas pardon. entendu, ça a bugué. Oui, Elle elle a demandait si on a pris le Je palu. parlais. Du coup, le traitement anti-palu, c'est ça? Ok. Ouais, Oui, on l'a pris. Du coup, c'est savoir. la veille pendant les 2 mois et ensuite pendant 7 jours. Alors nous, on n'a pas eu, enfin, on se dit pas que c'est à cause de ça qu'on a été malade, puisque on aurait toutes les 5 été malades dans ce cas-là. Et je rebug. Et c'est magnifique. Ah non, c'est bon. Pour nous, c'est On bon. t'entend. Ah ouais? Ah, vous aviez Ouais, vu l'image ouais. Et du coup, nous, on a quand même été malades, mais c'est pas à cause de ça. Et je pense Ok. quand même que ça peut-être nous a évité le palu, parce qu'il y a eu quelques signes de symptômes de palu à la fin du séjour. Donc, c'est pas ça, Ok. mais ça aurait pu. Donc, nous, on l'a pris. Voilà. Et Après, vous avez toutes pris le même? Pardon. oui. Oui, il y avait juste moi. J'avais une boîte différente à la fin, mais j'ai rien eu. Mais on a toutes pris le Et même. c'est le quoi, le Malarone, là, un truc comme ça? À quoi? Ou Ah pas non. du tout? C'est un en deux, c'est un nom composé. Atovacon, quelque chose comme ça. Akinoveril ou un truc comme ça, je crois, non? Un Ok. truc en A. Un truc en A. Je peux Et te le retrouver si tu Ok. veux. Ok, non, pas de souci, c'était pour ça.
Par contre, après, prenez, enfin, de toute façon, vous allez être vaccinés et tout. Après, je sais pas si c'est encore la saison des pluies à Dakar à ce moment-là. Parce qu'en soi, nous, il n'y avait pas de moustiques tant qu'il Non, pleuvait pas, hein. il pleut encore, mais plus comme avant. Plus comme quand vous étiez là. Ah, Non, on nous a dit que c'était Bah, pas la saison. par contre, le soleil, ça va bien frapper en octobre. on Ah prend ouais, bien la crème ok. solaire et casquette. Ah oui, casquette, Ouais, chapeau, lunettes de soleil, parce que la luminosité là-bas, elle bombarde. Genre, ok. toujours des bouteilles d'eau sur toi, quoi. Ouais, Mathilde, je j'imagine. pense que tu peux arrêter l'enregistrement hein, si c'était toi qui l'avais mis.